La difficulté d'une organisation, et on a été la dernière organisation où l'UEFA n'a pas dirigé l'organisation dès la désignation. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'après l'Euro 2000, ils ont compris que l'organisateur était très libre s'il n'y avait pas un bureau de l'UEFA permanent dans le pays organisateur au moment où le pays est désigné. Ils l'ont fait au Portugal. Le Portugal est désigné, je pense, pendant notre euro, enfin pendant notre préparation, je pense 97-98. Et dès 97-98, l'UEFA envoie un bureau permanent, 3-4 collaborateurs à Lisbonne. Pour l'Euro 2000, pas. Ils nous avaient laissé une certaine liberté. Mais évidemment, avec le cahier des charges de l'UEFA que nous connaissions. Et c'est quoi le cahier des charges? Le cahier des charges, c'est une fois que l'UEFA, par exemple, arrive dans un stade, il n'y a plus rien dans ce stade. Ce stade est vide, complètement. Plus de publicité, plus de réservation de loges, tout ça n'existe pas. Nous avons eu un gros problème avec l'Ajax d'Amsterdam, où le propriétaire de l'Ajax a dû signer, mais à la dernière minute, que ces loges et ces hospitalités, qui sont achetées à Amsterdam, elles ne sont pas louées, sont achetées, elles sont la propriété de Heineken, par exemple, ou d'un partenaire, eh bien que Heineken puisse concéder que pendant l'Euro 2000, sa loge était cédée à l'UEFA, et donc donnée à l'UEFA. Ça a été des discussions, des négociations terribles. Donc quand l'UEFA arrive, le stade doit être complètement vierge. Une zone de 2,5 km autour du stade est réservée à l'UEFA. L'UEFA gère la tiquetterie, gère le commercial, gère les hospitalités, etc. Qu'est-ce qui reste à l'organisateur? La gestion de l'organisation même, hein, le département sportif, le département logistique, l'informatique, la tiquetterie, le protocole, toute la diplomatie avec les autorités locales, etc., plus la sécurité. Ça, c'est typiquement l'organisateur. Et l'organisateur lui-même, nous avions une convention avec le ministre de l'Intérieur belge et le ministre de l'Intérieur hollandais, qui changeait tout le temps, donc c'était assez compliqué. Donc, quand l'UEFA arrive, tout doit être en ordre. Et l'UEFA arrive généralement 1 mois et demi avant le match d'ouverture. Ça, c'est ce qui se passait encore en 2000. Et donc, quand l'UEFA est arrivé, le premier jour, ils ont voulu prendre leur bureau dans le stade qui était devenu le stade Roi-Baudouin. Et ça a été fermé. L'échevin des sports de l'époque de la ville de Bruxelles, dont je ne donnais pas le nom, avait bloqué le stade. L'UEFA ne pouvait pas rentrer. Pourquoi? Parce que cet échevin des sports faisait un bras de fer avec l'UEFA, parce que l'UEFA donnait et donne toujours à la ville dans laquelle il y a le stade des tickets d'entrée, je ne sais plus le nom, 500 ou 600, et l'échevin des sports en exigeait, disons, le double, pour que lui organise ses propres hospitalités pour la ville de Bruxelles. Donc, il faisait un bras de fer. Et donc, quand l'UEFA est arrivé un lundi, je m'en souviendrai toujours, 1 mois et demi avant le début du match d'ouverture, ça a été fermé, il ne pouvait pas rentrer. C'est remonté jusqu'à Genève, évidemment, et le secrétaire général de l'UEFA, il n'a qu'un interlocuteur, c'est moi. Donc il m'appelle. Très bon coup de fil aussi, celui-là. Très bon coup de fil. Alain, explique-moi un peu, do you explain to me, etc., etc. Bon. Donc ça a été une négociation, etc. Enfin bon, ils sont rentrés le lendemain, mais on a dû lâcher du lest. Donc ça, c'est le genre de problème entre l'UEFA et l'organisateur. Ou bien dans les 2,5 km autour du stade, il ne peut pas y avoir de publicité autre que la publicité UEFA. À côté du stade Roi-Baudouin, il y a un panneau tournant où évidemment l'UEFA dit ça fait partie du site de l'UEFA et nous on disions non, c'est en dehors du site de l'UEFA, bagarre. Et donc, enfin bon.
Donc ça, c'est tout le temps de ce genre de négociation qui n'est pas facile, mais qui est conséquente à une organisation difficile comme celle-là. Des tensions avec l'UEFA, je suppose que tu as d'autres anecdotes. Je suppose aussi il faut réserver un hôtel pour tous ces invités UEFA. Alors, l'UEFA, ça, c'est se le mettre après Dieu. Hein. Donc, une fois que l'UEFA vous a désigné, on reçoit le cahier des charges à remplir mois après mois, année après année, etc. Par exemple, pour les stades, est-ce qu'il y a des demandes particulières, mis à part que la pelouse doit être de qualité, je suppose C'est ça. Donc, le stade doit être libre de toute occupation un mois et demi avant le premier match. Le stade ne peut avoir aucune publicité autre que celle pour l'UEFA. Il faut une salle de presse d'avoir autant de journalistes. Il faut des bancs spéciaux pour les journalistes, etc. Les stades, la pelouse, tout ça est vérifié par les techniciens de l'UEFA. Et donc, pour revenir à l'hôtel, effectivement, l'UEFA exige un quartier général, un hôtel. Donc, généralement, l'UEFA bloque un hôtel complet, ce que nous avions fait. Nous avions bloqué l'Hilton à Bruxelles. Un hôtel complet. Nous avions un centre de presse. L'UEFA exige un centre de presse qui était au Palais du Heysel. Et ça signifie quoi? Il faut prévoir autant de journalistes Pour autant de journalistes, les hospitality, les faire à manger, les accréditer. Parce que le point névralgique d'une organisation, ça c'est le point vraiment névralgique, et de plus en plus par la sécurité, c'est les accréditations. Vous ne rentrez pas sur un site si vous n'êtes pas accrédité. Et ces accréditations-là, je peux vous dire que ça, c'est une négociation terrible. Pourquoi? Parce que tout le monde veut être accrédité. Mais vous pouvez être accrédité pour être à la pelouse, vous pouvez être accrédité pour être le responsable marketing d'une firme. Hein, si Coca-Cola dit il me faut 5 personnes accréditées pour mettre des Coca dans les bacs. Et donc les accréditations, c'est le nerf de la guerre. On essaye d'éviter le plus grand nombre d'accréditations, mais il y a des accréditations qui sont obligatoires. Bon. Et puis il y a ceux qui viennent demander des accréditations alors qu'on ne s'y attend pas. La police, par exemple. Alors vous allez dire, pas le policier en uniforme, mais le policier en civil. Il veut être accrédité, lui. Parce que lui, il doit pouvoir repérer ce qui se passe dans le stade. Ceux-là. La sûreté. Bon. Et puis, il y a le copain du copain. C'est toujours la même chose. Hein, je te connais, dit, tu fais partie, tu es directeur du site ou tu es responsable voiture ou transport au site de Bruxelles ou au site de Charleroi, au site de Liège. Allez, on se connaît depuis 25 ans, tu vas quand même me refiler une accréditation. Mais pourquoi tu aurais une accréditation? Et donc, et là l'UEFA est extrêmement sévère sur les accréditations. Donc, parce qu'on sait bien qu'une fois qu'on laisse rentrer quelqu'un dans le site, on ne le contrôle plus. Pour autant qu'il ait la bonne accréditation au bon endroit. Le directeur du tournoi, par exemple, il a une accréditation générale. Il peut aller partout, il peut aller dans le vestiaire, il peut aller là. Tandis que d'autres ont des accréditations limitées. Les journalistes ont des accréditations limitées, ils ne peuvent pas aller partout, etc. Mais c'est très important. Et ça va devenir de plus en plus important dans l'organisation au niveau de la sécurité. Parce que si vous laissez... C'est pour ça, par exemple, que le centre de presse, ce n'était pas la police qui le gardait, c'était l'armée. Ah, carrément l'armée. Oui, parce que... en Hollande aussi, à Amsterdam, oui aussi parce que c'est l'endroit le plus sensible. Si quelqu'un rentre là, avec de mauvaises intentions, tout est possible. Or, je vous rappelle, enfin je vous le dis, pendant l'Euro 2000, nous avons eu des menaces d'attentats sur l'équipe de France, sérieuses. Nous avons eu des menaces d'attentats sur, d'ailleurs, l'équipe de France, tellement de menaces d'attentats qu'on a dû changer leur bus. En allant en Bru, justement, parce qu'on n'était pas sûr, on a fait un bus leur, faire croire que c'était le bus des joueurs alors que ce n'était pas le bus des joueurs. D'autant plus que le premier bus était tombé en panne, donc on a eu là tout ce qu'il fallait pour nous énerver. Mais il y avait l'IRA encore, etc. Il y avait un certain nombre de groupes qui pouvaient utiliser un événement de cette nature pour rentrer dans un centre de presse, donc rentrer dans des studios, donc intervenir, etc. Donc il faut faire très attention à ce genre d'affaires. Et donc,
l'UEFA, c'est maître après Dieu. Hein. Donc, en fait, et je sais que ça a gêné certains politiques, mais une fois que l'UEFA rentre dans ce pays, c'est eux qui décident. Nous sommes les exécutants. Voilà. Et après coup, tu trouves ça normal ou... Ben, c'est normal parce que c'est la référence, c'est eux l'organisateur, mais nous avons eu quelques frictions avec l'UEFA parce qu'il y a des choses qu'ils ne comprennent pas. Et c'est pour ça, je leur ai dit, vous auriez intérêt à amener, ce qu'ils ont fait donc au Portugal après, à amener l'UEFA plus tôt dans le pays. Pourquoi? Parce que la sensibilité de sécurité, l'UEFA ne comprend pas ça. L'UEFA dit, voilà, ça doit être comme ça, il faut autant de stewards, il faut autant de policiers, Mais de quel droit l'UEFA dit qu'il faut autant de policiers dans le stade? Et de quel droit l'UEFA dit, voilà, les mesures de sécurité sont celles-là, etc. Bon, tout ça se négocie bien avant, tout ça sont des protocoles très sensibles, très complexes. Donc, à un moment donné, il fallait faire comprendre à l'UEFA que, bon, c'est bon, mais il y a des limites, quoi. Le protocole, c'est quelque chose de très sensible. Quand en Belgique, autre problème en Belgique, typiquement la Belgique, il y a 4 ministres des Sports. L'UEFA fait la tribune d'honneur et l'UEFA dit le ministre des Sports belge et le ministre des Sports hollandais. En Belgique, il y a 4 ministres des Sports. Ah oui, mais ça, nous, on ne veut pas savoir. Nous, c'est un ministre des Sports. Il faut résoudre ça. Hein, sensibilité belge. Bon. Deuxième problème avec l'UEFA, avec la Belgique. Typiquement belge. Le contrôle antidopage. Il faut savoir que l'UEFA a ses propres contrôles antidopage. L'UEFA a ses propres médecins qui viennent à un match. Ils tirent au sort à la mi-temps des noms et après le match, ceux qui sont tirés au sort doivent aller se faire contrôler. Sauf que en Belgique, la communauté flamande a ses propres contrôleurs et la communauté française a ses propres contrôleurs. Et que l'UEFA avant l'Euro 2000 avait eu un match à l'Antwerp, match de Coupe d'Europe, où les contrôleurs flamands avaient fait un contrôle antidopage. Et puis ce match, il y avait un contrôle UEFA. Et donc l'UEFA arrive et dit contrôle antidopage. Et les joueurs disent, ah, pas question, on a déjà fait pipi, nous, on a déjà fait le contrôle, pas 2 contrôles. Là, hop, Courtois convoqué Nyon, Genève, dans l'heure qui suit, hein, j'étais convoqué, 1 ou 2 jours après, pour m'expliquer comment la Belgique ne voulait pas et ne voulait pas voir la primauté du contrôle UEFA. Ça a été réglé après, mais encore une fois, un problème belge. Bon. Et donc, tout ça pour dire, si l'UEFA envoie un type un mois avant qui dit non, ça doit être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, s'il n'a pas la sensibilité du pays, la culture du pays, la problématique du pays, le fait par exemple qu'en Belgique, entre le nord et le sud, c'est pas la même chose. Bon, ça, de Genève, on voit pas ça. On dit les Belges. Oui, mais les Belges, ils savent que monsieur d'Ostende n'a pas nécessairement la même pensée que monsieur d'Arlon. C'est comme ça, c'est la culture, c'est la nature, c'est la sociologie belge. L'UEFA ne peut pas tout diriger comme ça. On sait aussi que lors des matchs européens, l'UEFA, il n'y a personne qui peut être dans la zone sans accréditation justement, et sinon c'est amende à la clé pour l'organisateur finalement. Oui, moi j'étais le spécialiste de ça. Hein. Donc, quand j'ai été délégué de match UEFA pendant 12 ans. Donc j'ai fait plus que je ne sais pas combien de matchs dans tous les pays d'Europe. Mais on savait une chose quand j'étais délégué, c'est que, et je le disais à la réunion de sécurité du matin du match, parce qu'il y a toujours le match le mercredi soir ou le jeudi, mais la réunion de sécurité le matin, avec les équipes, et donc je disais... Avec les équipes dirigeantes, hein, pas les joueurs. Les équipes dirigeantes, pas les joueurs, et les arbitres. Je disais, voilà, c'est très simple. 5 minutes avant le coup d'envoi, je fais le tour du stade, à pied. Tour, de la pelouse. Tout ce qui n'a pas une accréditation, c'est 1000 francs suisses d'amende. Facile. Tout ce qui a une accréditation qui est mauvaise parce qu'il n'a pas été là, c'est 1000 francs suisses d'amende d'office.
Ça marchait, ça. Je pense que il faut que l'on comprenne à un moment donné qu'un match de football professionnel, je parle, ça doit être fait dans les meilleures conditions et que chacun soit sur le même pied d'égalité. On ne peut pas privilégier l'équipe qui joue à domicile. C'est la même chose pour les ramasseurs de balles, par exemple. Pour l'Euro 2000, je les ai tous réunis, de tous les clubs, de tous les stades. Je les ai tous réunis un jour. J'allais chaque stade et je disais attention, parce que ça c'est très important, le ramasseur de balles. Vous savez, le ramasseur de balles local, quand son équipe gagne, il est lent, il va chercher le ballon, il est très lent. Mais quand son équipe est battue, là c'est tout de suite quick. Hein. Donc tout ça, ce sont des gestes d'objectivité qu'il faut tenir. Et moi, je regarde ça à l'œil. Encore maintenant, dans les compétitions actuelles, je regarde comment ça se passe. Je vois d'ailleurs que ça devient de plus en plus bien organisé. Justement, tu parlais du franc-suisse. Le prize money de la compétition est en franc-suisse. Ça a dû quand même être donc franc belge, le gulden néerlandais, du franc suisse. Oui, mais les joueurs ne voient pas ça, et les fédérations ne voient pas ça. Hein. Les fédérations, elles, sont payées par l'UEFA, donc en francs suisses, à l'époque. Hein. Parce qu'ils reçoivent un montant pour la participation et un montant pour les matchs gagnés dans le cadre du tournoi. Bon, ça n'a jamais posé de gros problèmes, sauf que, évidemment, se pose la question fiscale. Quand un joueur fait un match, imaginons un joueur portugais, il joue l'Euro 2000 en Belgique. Bien. Sa fédération touche une somme pour ce match. Lui, il fait une prestation en Belgique. Donc normalement, s'il fait une prestation en Belgique, il doit être taxé en Belgique. Donc, c'est aussi un problème qu'on a dû régler, mais ça, vous ne savez le régler qu'à partir du moment où vous connaissez les pays qui sont qualifiés. Alors tout ça, ça va lorsque vous avez des pays, généralement, où la Belgique et la Hollande avaient déjà des accords fiscaux de non-double imposition. Mais quand vous avez des pays, j'avais, je pense, la Slovénie, la Slovénie par exemple. Bon, la Belgique n'avait pas donc d'accord de coopération, donc tout ça il faut le régler avant et avec évidemment un politique qui demande pourquoi, avec un parlement qui demande pourquoi, avec des parlementaires qui disent enfin pourquoi est-ce qu'on ferait un avantage pour ton Euro 2000, enfin bon chaque fois il fallait revenir, ça n'est pas si simple. L'UEFA, il y a surtout un grand moment, c'est cette rencontre qui a lieu à Charleroi en plus, Angleterre-Allemagne, où tu as cette formule d'un ministre anglais qui... Oui, alors, je me rappelle du tirage au sort. Qui se fait à Bruxelles. Je fais une parenthèse parce que ça montre encore quand même que pour la Belgique, il y a un problème de grande organisation. En fait, nous avions prévu, avec Michel Daug, on avait prévu un équilibre entre le Nord et le Sud. Ça ne vous a pas échappé que dans cet Euro 2000, il fallait tenir compte des Flamands et des francophones. Et donc, on avait organisé le premier tirage au sort, donc c'est-à-dire le tirage des qualifications des 50 pays membres de l'UEFA, des qualifications à Gand. Et puis, on avait imaginé le deuxième tirage au sort, c'est-à-dire celui où des pays qualifiés pour les groupes. On fait les groupes dans chaque ville, hein, Bruxelles, Charleroi, Arnhem, Eindhoven, à Namur. À l'époque, il faut se remettre à l'époque, Namur n'a pas de capacité hôtelière. Mais je dis à l'UEFA, non, ça doit être Namur, c'est la capitale de la Wallonie, c'est fantastique, vous allez voir. Le secrétaire général de l'UEFA, en personne, Gert Eigner, en personne, vient en Belgique pour vérifier où sont les sièges de tirage au sort et les villes.
Là, nous faisons une erreur stratégique, diplomatique totale. Puisque, je le dis maintenant après, nous le recevons à Bruges le dimanche. Donc il va visiter Bruges, et puis évidemment bien reçu à Bruges, la ville de Bruges, bon, etc. Puis, on passe à Gand, où il est magnifiquement reçu. Puis on lui monte les hôtels, hein, c'est fantastique. Bon. Puis on part à Namur l'après-midi. On aurait dû faire l'inverse. Il arrive à Namur, et là, on lui présente l'hôtel qui était, si je me souviens bien, le Novotel le long de la Meuse. Un Novotel le long de la Meuse. Il fait le tour. Et puis, on avait un dîner offert par la ville de Namur, donc c'est vraiment pas de chance, offert par la ville de Namur, et par l'école hôtelière de Namur. Au secrétaire général de l'UEFA, Euro 2000, ils avaient mis les petits pas dans les grands. Bon. Et donc, il visite cet hôtel. Et puis, on part en voiture. Je suis avec lui dans la voiture. Et on va vers ce dîner à la citadelle de Namur. Et dans la voiture, il me dit Alain, Namur, no way. Je dis enfin, Gert, allez, c'est un bon hôtel. Enfin, il ne reste que 2-3 jours. Bon, et puis on fera autre chose, on mettra des péniches, des bateaux. Il y a les Hollandais qui peuvent mettre sûrement des bateaux avec des champs. Il dit no way. Et donc, on se retrouve à ce dîner où Gert Aigner est forcé de dire très belle ville Namur, c'est fantastique Namur, c'est beau Namur. Mais moi je sais, je ne dis rien, moi je sais que jamais on ira à Namur. Et donc, me voilà 2-3 jours après demander audience au bourgmestre de Namur pour lui annoncer que sa ville n'est pas retenue. Autant dire que là, j'ai failli passer par la fenêtre et que je me suis encouru de Namur. Donc, chaque fois que je vais à Namur, j'ai cette image. Bref, où est-ce qu'on fait ce tirage au sort finalement? l'UEFA dit Bruxelles. Ce qui n'était pas prévu. Donc, hop, une société belge d'art pour mettre ça en place parce qu'il fallait un tirage au sort. Ça ne se fait pas comme ça. Il faut. Bon. C'est quand même un barnum, les journalistes, les délégations, les fédérations, animateurs, dans les 2-3 langues. Toutes les fédérations, il faut les accueillir, il faut aller les chercher à l'aéroport, les emmener, enfin bon, bref, une organisation. Et tirage au sort à Bruxelles. Et là, Charleroi arrive sur le panneau Allemagne-Angleterre. Moi, je ne dis rien. Je ne dis rien, mais je me dis, bon, ça va être pas mal, quoi. C'est assez tendu, c'est pas mal. Du coup, directement, les premières interviews, BBC, les Allemands aussi. Mais enfin, on ne peut pas jouer Angleterre, Allemagne à Charleroi, ça ne va pas. Moi, tout de suite, je dis, pourquoi on ne peut pas jouer Angleterre, Allemagne à Charleroi? En principe, vous avez l'UEFA, vous avez désigné des villes. Et quoi, Charleroi n'est pas mieux qu'Arnhem? On aurait pu jouer à Eindhoven ou à Arnhem. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a à Charleroi? L'UEFA, les Anglais, les fédérations anglaises, fédérations allemandes, etc., les journalistes, la presse anglaise, et vous connaissez la presse anglaise, une fois que c'est parti, c'est un rouleau compresseur. Hein. Jusqu'au jour où, effectivement, j'ai un débat à la BBC sur Angleterre-Allemagne, pour vous dire jusqu'où on va. Hein. C'est là que Toback dit sa fameuse phrase ce Courtois est tellement fou qu'il organise un concert des Beatles dans une salle paroissiale. Mais donc, dans ce débat anglais, il y a un parlementaire anglais qui me dit mais vous êtes tellement fou. Non, il n'y a pas dit fou, mais enfin... inconscient, que vous organisez un match où il n'y a même pas un hôpital si jamais il doit y avoir un problème. Je dis, non, you are not right. Parce que l'hôpital à Charleroi, vous pouvez, si une crise cardiaque, vous pouvez aller à pied, il est juste à côté du stade. Donc là, ça ne marche pas, votre argument. Mais jusqu'à la fin, on a essayé de me faire changer Charleroi, et j'ai maintenu Charleroi, pour 2 raisons. D'abord parce que, comme je l'ai déjà dit, Charleroi a toujours été d'une correction totale
dans cette Euro 2000. Personne n'attendait que Charleroi soit candidat pour l'Euro 2000. Ils l'ont été et ils ont fait ce qu'ils avaient promis. Ok, il y a eu des histoires de tribunes, etc. Ok, et peut-être qu'on a exagéré, tout ça c'est vrai, mais la ville de Charleroi a fait ça. Et que pour la ville de Charleroi c'était important. Voilà, Charleroi va faire du trou, voilà, c'était revenir sur la map monde, revenir, etc. Donc ça c'est la première raison pour laquelle j'ai toujours soutenu Charleroi. Ensuite, il y a eu une telle mobilisation de presse anti-Charleroi. CNN qui était là au match en attendant les bagarres entre les hooligans anglais. Qui l'a provoqué même. Qui l'a provoqué, mais il y a eu 45 secondes de bagarre, hein. Pas davantage, mais CNN donnait les images en direct pour vous dire comment on gérait cette histoire. La manipulation classique. Manipulation, oui, c'était la manipulation. Et, mais j'étais pas à l'aise hein, le matin, d'ailleurs le ministre de l'Intérieur du Ken n'était pas à l'aise non plus, personne n'était à l'aise, hein. Il suffisait qu'il y ait une étincelle et je pense qu'effectivement on était démis assez vite de nos fonctions, mais tout s'est bien passé à part ces 45 secondes. Et la deuxième donc raison pour laquelle c'est qu'il y avait une telle hargne anti-Charleroi que ça devenait tout à fait injuste dans l'organisation même du tournoi et que je disais, est-ce que vous auriez la même haine pour Eindhoven? Il y aurait eu le match Angleterre-Allemagne à Eindhoven, on aurait dit, mais c'est Eindhoven, comment est-ce qu'on peut dire tout ça? Parce qu'on disait, il faut au moins à Amsterdam ou à Bruxelles, il faut jouer ce match-là. Non. Ce jour-là, il y a Beckham, Owen, Shearer, qui marque notamment le but de la victoire. Je suppose que tu es au stade, mais le match finalement, toi tu penses pour moi n'a aucune importance. Donc le match n'a aucune importance. L'essentiel c'était la sécurité complète et l'ambiance générale. Et je pense que tout s'est bien passé. On a eu un seul problème, c'était le retour des joueurs. Bon, parce qu'il y a eu quelques frictions à la conférence de presse d'après-match, mais sinon je pense que Angleterre-Allemagne restera en tout cas dans les mémoires et aussi à Charleroi je pense. Et alors ce qui était exceptionnel à Charleroi, c'est que je ne l'ai plus jamais revu, le directeur du site de Charleroi, que je vais citer, c'est assez rare que je le cite, mais il s'appelait Jean Van Gaal. Et je l'avais maintenu alors que certains de la ville voulaient m'imposer quelqu'un, mais j'avais dit non, il faut quelqu'un qui connaisse le foot. Et ce Jean Van Gaal, à chaque réunion, parce que les réunions pour préparer Angleterre-Allemagne, s'il n'y en avait pas 15 par semaine, il n'y en avait pas, hein, donc c'était tout le temps, et moi je ne le sais pas à tout, mais quand j'étais là, c'était... Et je voyais toujours ce Jean Van Gaal qui ne disait rien et qui était d'un zen invraisemblable. Il était... Et à certains moments, je me demandais, mais est-ce que ce Jean n'est pas malade? Est-ce que c'est tellement poignant? Parce qu'il fermait beaucoup les yeux. Et en fait, il a réglé ça de main de maître. Et après, il m'a dit un jour, parce que je lui demandais ça, je lui disais, mais enfin Jean, comment est-ce que tu as pu tenir cette pression? Relativité des choses. Si on est bien organisé et qu'on a la relativité du détail, c'est rien arrivé. Et il avait raison. Il avait raison. Donc Charleroi était dans les mémoires, reste dans les mémoires et certainement une opération de communication pour la ville. Ce soir-là, l'Allemagne, c'était le deuxième match, est presque éliminée et finira dernier de son groupe. Et puis, dernière rencontre, Roumanie-Angleterre. La Roumanie gagne contre l'Angleterre et la Roumanie, le lendemain, l'Angleterre est éliminée. La Roumanie reçoit un bouquet de fleurs à son hôtel. Oui, je ne sais jamais qui a envoyé ces fleurs, mais il y en avait beaucoup. Je ne sais plus le nom du fleuriste. Mais je peux le dire maintenant, il y a prescription, hein, il y a 21 ans. J'ai dit à ma secrétaire, l'Angleterre est éliminée, envoie un bouquet de fleurs aux Roumains pour les féliciter. Parce qu'on avait une telle peur. Ça n'avait rien à voir avec l'équipe d'Angleterre. Parce que ces types étaient géniaux. Vous
avez cité les noms de cette équipe, c'était une grande équipe d'Angleterre. Hein. Mais il y avait une telle panique de ces supporters qui suivaient qu'on se disait, mais où est-ce qu'ils vont s'arrêter, ces gars-là? Où est-ce qu'on va les arrêter? Parce qu'on avait eu un problème avec Liège, je ne sais plus à quel propos, le bourgmestre de Liège avait dit, moi je ne veux pas d'anglais. Hein. Je ne veux pas d'anglais dans le stade. Et ça, l'UEFA peut danser sur sa tête. Si le bourgmestre, c'est lui le seul qui peut à un moment donné prendre une décision. Donc ce tournoi devenait déséquilibré. Et une telle peur panique avec les supporters anglais. Et donc j'avoue que je me suis laissé aller, que j'ai envoyé un bouquet de félicitations aux Roumains, qui ne leur a pas servi, hein, parce que je pense qu'ils sont éliminés au tour suivant.